Donc des nouvelles données sur le rôle des équipes mobiles et notamment le type de patients pour lesquels elles doivent intervenir. Donc je vais refaire un petit historique sur les équipes mobiles de gériatrie qui partait d'un premier constat qui était que le dispositif de soins était inadapté pour les besoins des personnes âgées puisque un tiers des séjours hospitaliers concernaient les sujets de plus de 65 ans avec une part qui allait croissant avec l'âge et une progression du nombre de patients gériatriques hospitalisés alors que l'offre et le nombre de lits évoluaient peu. Cela entraînait qu'à l'occasion de leur séjour hospitalier, ces patients à risque particulier de décompensation étaient aussi à risque d'installation ou d'aggravation d'une dépendance. Donc, comme vous le savez, il y a eu une circulaire en mars 2002 relative à l'amélioration de la filière de soins gériatriques qui a posé les bases de l'organisation des équipes mobiles de gériatrie en faisant des équipes transversales qui intervenaient auprès des patients âgés en étroite collaboration avec les équipes hospitalières. Et donc les équipes mobiles de gériatrie ont comme rôle d'assister les différents services dans la prise en charge et l'orientation des patients âgés en apportant une évaluation, un avis et une expertise gériatrique spécialisée. Donc je vais vous présenter les résultats d'une étude qui a été menée en 2011 par le groupe de travail sur les équipes mobiles de gériatrie de la Société française de gériatrie et de gérontologie sur le type de patients qui étaient vus par les équipes mobiles. Donc c'était 20 équipes mobiles qui avaient été évaluées sur 10 régions, ce qui avait permis d'inclure sur 4 mois, entre janvier et avril 2011, plus de 3800 patients. Les caractéristiques de la population, c'était qu'il s'agissait en moyenne de patients âgés de 85 ans, 2 tiers étaient des femmes. Cette population vivait en majorité à leur domicile. Ils étaient seuls pour un peu moins de 40%, mais utilisaient pour plus des 2 tiers des aides humaines et dans 43% des cas des aides techniques. Dans un tiers des cas, ces patients étaient considérés comme dépendants. Ils avaient en moyenne plus de 3 comorbidités, un peu moins de 3 comorbidités et plus de 6 médicaments par jour en moyenne. Si on regardait les motifs d'admission de cette population, on retrouve des éléments qui sont définis comme des syndromes gériatriques, c'était la chute ou les fractures dans plus d'un tiers des cas. On trouvait également la confusion dans un peu plus de 8% des cas. Et un des éléments qui, a priori, pouvait apparaître comme un important motif d'admission, qui était un motif social, était finalement retrouvé dans un peu moins de 2% des cas. Ce qui est donc peut-être un peu surprenant, on s'attendait à un pourcentage plus important. En ce qui concernait les équipes mobiles de gériatrie, elles avaient permis d'identifier certains syndromes comme les troubles cognitifs dans plus de la moitié de la population ou des syndromes confusionnels, mais également des syndromes qui faisaient partie des éléments de fragilité dont on a parlé tout à l'heure, la dénutrition, le syndrome dépressif, les notions de chute à répétition. Et donc on voyait bien que la population qui était évaluée par les équipes mobiles de gériatrie était en moyenne des populations de sujets plutôt isolés, assez dépendants, avec des troubles cognitifs et des notions de chute à répétition. Cette population a pu être suivie pendant un mois pour au moins plus de 2800 patients. On voyait qu'en termes de réhospitalisation précoce, il y avait un peu plus de 12% qui étaient réhospitalisés et un peu plus de 7% étaient décédés dans le mois qui suivait leur hospitalisation et leur évaluation par l'équipe mobile de gériatrie. Et en regardant les facteurs qui étaient significativement liés à cette réhospitalisation précoce, on retrouvait un âge plus jeune, une plus importante comorbidité, un nombre de médicaments plus important et une plus grande part de patients qui étaient à domicile. On voit bien qu'on met en évidence une population cible particulièrement à risque. Et donc si on reprend les objectifs du projet PAERPA, que je vous rappelle, c'est accès à une prise en charge de qualité pour une population cible, et donc la population dont je vous parle particulièrement à risque, pour faire en sorte que cette population reçoive les bons soins par les bons professionnels, dans les bonnes structures, au bon moment et au meilleur coût, pour éviter de diminuer les ruptures de prise en charge et diminuer les passages aux urgences qui sont considérés comme des critères de mauvaise qualité de prise en charge. Et donc on voit bien que l'équipe mobile de gériatrie devient un maillon important de cette nouvelle organisation. Alors je vous rappelle ce dont on a déjà parlé ce matin, qu'il y a à peu près 50% des sujets de plus de 65 ans qui sont considérés comme en bonne santé, avec peu d'atteinte des fonctions physiologiques, peu de pathologies. À l'opposé, 5 à 10% sont des personnes âgées dépendantes qui sont souvent très handicapées, beaucoup de pathologies,
souvent en institutionnalisé, et qu'entre les deux, on trouve la population de sujets fragiles ou préfragiles qui représente entre 30 et 45% de cette population, avec tous les signes de fragilité dont on a parlé ce matin. C'est évidemment cette population, fragile ou préfragile, qui doit être vue en priorité par les équipes mobiles de gériatrie, puisque comme on l'a vu, c'est sur eux qu'on peut avoir une action utile, puisque leur statut est réversible. Et donc, comme les équipes mobiles de gériatrie ne peuvent pas voir tous les sujets âgés, il faut qu'elles évitent d'évaluer les personnes âgées qui sont déjà repérées comme dépendants et pris en charge de façon adaptée dans une filière gériatrique, ou à l'inverse, les personnes âgées qui sont robustes, en bonne santé, et qui ne relèvent pas d'une prise en charge spécifique gériatrique. Donc, s'intéresser aux personnes âgées fragiles ou préfragiles, mais permettre néanmoins de généraliser les actions de bonne pratique gériatrique à toutes les personnes âgées hospitalisées par des formations et de l'information aux équipes, qui est aussi un rôle des équipes mobiles de gériatrie. Donc, le projet PRPA proposait un algorithme intra-hospitalier qui était que tous les patients qui étaient âgés de 75 ans ou plus, hospitalisés de façon non programmée, aux urgences ou en unité médico-chirurgicale, puissent être repérés pour repérer au sein de cette population les sujets fragiles par l'utilisation d'un outil avec un score. Et si ce score était anormal, demander une évaluation de l'équipe mobile de gériatrie qui pourrait faire une évaluation gériatrique standardisée. Donc la question qui demeure, c'est quel outil proposer pour ce repérage et pour qui ? L'objectif, évidemment, d'avoir un score de repérage, c'est d'avoir une harmonisation des pratiques et également d'avoir un pouvoir discriminant important pour pouvoir permettre cette intervention précoce des équipes mobiles de gériatrie en détectant systématiquement les sujets âgés qui sont à risque de perte d'autonomie, à risque de décompensation multiple et donc à risque d'hospitalisation répétée à l'hôpital. Il faut que ce score soit plus sensible que le jugement clinique simple des sujets qui n'ont pas une expérience en gériatrie. Alors si on regarde un petit peu la littérature, il y a beaucoup d'équipes déjà qui se sont penchées un petit peu sur ce sujet depuis plusieurs années en proposant différents outils. Le problème de ces outils, ces échelles, vous en connaissez certains, le score ISAR, la SEGA, le score Sherpa par exemple, ils sont souvent trop sensibles, ils sont souvent peu spécifiques, ça entraîne beaucoup de faux positifs. Ça voudrait dire qu'en utilisant ces outils, les équipes mobiles de gériatrie ont à voir pratiquement tous les sujets âgés de plus de 75 ans qui sont hospitalisés, donc pas très discriminants. Si on regarde une étude plus récente, une revue de la littérature plus récente, qui a repris les échelles à peu près que je viens de vous présenter, mais qui a retenu 40 échelles qui sont réalisables aux urgences pour aller rechercher les éléments de fragilité des sujets âgés, ce qu'on voit aussi, c'est que souvent, leurs qualités psychométriques ont peu été étudiées. C'est souvent des scores qui sont peu ou pas validés. On voit cependant quand même que les deux qui semblent sortir un petit peu, c'est le score ISAR et le score TRST. Alors, finalement, on peut se dire, est-ce qu'on utilise une échelle ou est-ce qu'il y a d'autres moyens pour aller repérer ces populations cibles fragiles ? Une possibilité, ça peut être de créer une nouvelle échelle qui serait à valider. Mais c'est peut-être un peu dommage de repartir de zéro, alors que vous voyez, il y a déjà une quinzaine d'échelles qui existent, qui sont en cours ou à valider, certes, mais qui a déjà tout un travail qui a été réalisé. L'autre possibilité, ça peut être de ne pas utiliser d'échelle et de s'arrêter à des alertes simples, ce qu'on appelle des drapeaux rouges, qui doivent alerter sur la fragilité, comme la chute, la confusion, la perte d'autonomie, l'isolement social. Et on a vu, c'est vraiment des syndromes gériatriques qui signalent la fragilité. Mais ça veut dire qu'il faut avoir des connaissances gériatriques pour les repérer. Donc comme on veut être en amont de l'évaluation gériatrique, c'est moins utile. Et surtout, ce que ça risque de faire, c'est que ça va stigmatiser les actions des équipes mobiles de gériatrie sur certaines prises en charge, alors que l'idéal, c'est de pouvoir avoir une prise en charge globale du sujet âgé, au-delà de des problèmes simples, qui peuvent être complexes, certes, mais qui sont isolés de la chute ou de la confusion. Et il ne faudrait pas qu'à terme, les équipes mobiles de gériatrie ne soient plus appelées que pour ces problèmes-là et pas beaucoup d'autres problèmes qui sont à prendre en charge sur le sujet âgé qu'il nécessite quand il est hospitalisé. Finalement, est-ce qu'on ne peut pas se retourner vers ces échelles existantes, malgré, on l'a vu, le manque de validité, malgré les limites, les faux positifs, même si ces échelles, il faut les adapter. Dans ce cas-là, quel est parmi tous les scores qui existent celui qu'on peut retenir ?
Quand on regarde un petit peu la littérature, ceux qui sont les plus retrouvés, c'est quand même les scores ISAR, le score TRST dont je vous parlais. Et quand on voit une étude assez récente, on voit que c'est le score TRST qui a la meilleure valeur prédictive entre les deux, avec une R sous la courbe. Quand on regarde comme outcome la réadmission à un mois, qui se rapproche le plus de 1, ce qui veut dire qui est le plus prédictif. Alors, ce fameux TRST, le TRST, c'est le Triage Risk Screening Tool. C'est un outil d'évaluation de la fragilité de la personne âgée qui utilise 5 dimensions qui sont prédictives de réadmission de sujets qui sont aux urgences ou en unité médico-chirurgicale. Ces 5 dimensions, c'est la présence de troubles cognitifs, des troubles de la marche, difficultés de transfert ou chute récente, une polymédication, c'est-à-dire la prise de plus de 5 médicaments ou plus par jour, des antécédents d'hospitalisation ou d'admission récente aux urgences, et une évaluation fonctionnelle qui est réalisée par les soignants avec l'activité de la vie quotidienne et une évaluation sociale qui s'intéresse à savoir si les patients sont isolés ou non. Alors c'est assez facile à remplir parce que c'est des réponses uniquement de type oui-non. C'est un score qui varie de 0, pas de risque, à 6, à très haut risque, parce que la dimension sociale est cotée sur 2 points. Quand on utilise un cut-off de supérieur ou égal à 2, il y a une sensibilité de 88%, une spécificité de 61%, qui en donne une bonne valeur prédictive positive de 80%, et la concordance entre évaluateurs est également assez bonne, puisqu'elle est de 0,9. Donc je vais vous présenter là les premiers résultats d'une étude pilote qui a évalué le TRST donc, dans un rôle un petit peu différent qui était le dépistage des sujets âgés qui nécessitent l'intervention d'une équipe mobile de gériatrie lorsqu'elles sont hospitalisées. C'est un travail qui a été réalisé par le groupe de travail, là encore, sur les équipes mobiles de gériatrie de la Société française et qui a été piloté par le professeur Salle de Bordeaux. Donc c'était une étude prospective, multicentrique, et tous les patients de 75 ans et plus qui étaient hospitalisés dans les services d'urgence ou en unité médico-chirurgicale bénéficiaient d'un TRST. C'était un TRST qui avait été un peu modifié. On le considérait comme positif lorsque le score était supérieur ou égal à 2, mais sur un score de 5, puisque la dimension sociale n'était notée que sur 1 point. Et dans ce cas-là, quand il était supérieur ou égal à 2, ça déclenchait une évaluation du patient par l'équipe mobile de gériatrie. Et on demandait au gériatre s'il considérait que cette évaluation lui semblait utile ou non. Donc c'est une étude qui s'est déroulée pendant 2 à 4 semaines selon les centres, de septembre à octobre 2013. Il y a 7 villes qui ont participé, ce qui a permis aux urgences de faire passer un TRST à plus de 400 patients. Et au centre de cette population, il y en avait 347 qui étaient positifs, soit 81%. Et en unité médico-chirurgicale, 63 patients ont eu un TRST et 87%, soit 55, étaient positifs. Donc si on regarde tout de suite la sensibilité et la spécificité, on voit qu'aux urgences, à 79% de sensibilité et 19% de spécificité, c'est pas une sensibilité et une spécificité qui sont très bonnes. Cependant, la sensibilité en unité médico-chirurgicale était de 98% et la spécificité de 58%. C'est-à-dire que 98% des patients qui devaient avoir une évaluation ont été évalués et 58% des patients qui ne devaient pas avoir d'évaluation ont été identifiés. Et quand on regarde la population des patients qui ont bénéficié du TRST, c'était une population qui était similaire aux caractéristiques cliniques de la population issue de la cohorte nationale de 2011 que je vous ai présentée tout à l'heure, donc toujours une population assez similaire évaluée par les équipes mobiles de gériatrie. Donc, on voit que le TRST ne permet pas d'identifier les patients qui nécessitent le passage d'une équipe mobile de gériatrie aux urgences, avec une spécificité qui est trop faible pour une sensibilité très importante. Ça veut dire qu'aux urgences, il y a une nécessité de réfléchir à un autre moyen d'identifier les patients qui doivent être évalués par une équipe mobile de gériatrie. En revanche, le TRST semble plus pertinent à utiliser en unité médico-chirurgicale puisqu'il a de bonnes performances prédictives.
Donc on peut discuter sur un possible nouvel algorithme qui serait que tous les patients âgés de plus de 75 ans qui sont admis en unité médico-chirurgicale ont une évaluation par le TRST par les équipes soignantes, soit l'interne, soit l'infirmière. Si le TRST est inférieur à 2, pas d'évaluation nécessaire. Et s'il est égal ou supérieur à 2, s'il a des ADL, c'est-à-dire les activités de vie quotidienne sont modifiées récemment, ça nécessite un appel de l'équipe mobile de gériatrie et une évaluation gériatrique standardisée. Si les ADL ne sont pas modifiés, c'est-à-dire qu'on est sur un patient qui est possiblement fragile mais qui est dans un état stable, le plus souvent déjà dans une prise en charge, et l'idéal c'est de s'assurer qu'il puisse être bien remis dans une filière gériatrique s'il ne le fait pas, avec pourquoi pas une consultation gériatrique, une orientation sur un SSR, mais ça ne nécessite pas obligatoirement l'évaluation gériatrique standardisée de l'équipe mobile. Donc en conclusion, l'équipe mobile de gériatrie, c'est un maillon important dans le cadre du projet PAERPA. Les équipes mobiles doivent en priorité s'intéresser aux sujets âgés fragiles ou préfragiles, parce qu'on l'a vu, c'est les patients pour lesquels le statut peut être réversible par une prise en charge adaptée. Ça veut dire la nécessité d'un score de repérage pour une harmonisation des pratiques. Et aujourd'hui, le TRST semble un bon test avec de bonnes performances pour identifier ces patients qui nécessitent le passage d'une équipe mobile de gériatrie, mais pour l'instant en unité médico-chirurgicale. Je vous remercie.